Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Chaque jour sur Terre. Aujourd'hui, il sera question d'un développement très intéressant qui s'est produit au cours des derniers jours en politique internationale et qui a retenu beaucoup l'attention. Il est question, bien sûr, du pivot spectaculaire de Donald Trump sur la question de l'Ukraine. Donald Trump qui nous dit aujourd'hui qu'en fait, l'Ukraine est en mesure de gagner tout le territoire qu'elle a jusqu'ici perdu aux mains de la Russie. C'est un changement de position radical depuis, bien sûr, les premières postures de Donald Trump sur la question ukrainienne qui nous disait que tout ça est essentiellement terminé, que l'Ukraine devait accepter de céder des territoires puisque Zelensky, nous disait-on, n'avait pas les cartes. On se souvient tous, bien sûr, de cet événement, de cette chicane, disons, de ce conflit spectaculaire qui s'était produit à la Maison-Blanche entre Zelensky, J.D. Vance, Donald Trump. Alors, c'est un revirement pour le moins spectaculaire auquel on assiste. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on examine d'abord la déclaration elle-même, ce que Donald Trump nous dit exactement, les implications de cette déclaration, tant pour l'Ukraine, pour les États-Unis, que pour la sécurité européenne et la Russie elle-même. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on fasse la lecture de cette fameuse déclaration telle qu'elle, traduite en français. Donald Trump nous dit sur Truth Social: après avoir pleinement compris la situation militaro-économique entre l'Ukraine et la Russie et après avoir constaté les difficultés économiques qu'elle cause à la Russie, je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en mesure de combattre et de reconquérir l'Ukraine dans son état originel. Avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe et en particulier de l'OTAN, les frontières d'origine de cette guerre sont tout à fait envisageables. Pourquoi pas? La Russie mène sans but depuis 3 ans et demi une guerre qu'une véritable puissance militaire aurait dû remporter en moins d'une semaine. Cela ne distingue pas la Russie. En fait, cela la fait passer pour un tigre de papier. Lorsque les habitants de Moscou et de toutes les grandes villes et districts de Russie découvriront la véritable nature de cette guerre, l'impossibilité quasi totale d'acheminer de l'essence à travers les longues files d'attente et tout ce qui se passe dans leur économie de guerre, où la majeure partie de leur argent est dépensée pour combattre l'Ukraine, pourtant dotée d'un grand esprit et qui ne cesse de s'améliorer, l'Ukraine pourra reconquérir son pays dans sa forme originelle et qui sait, peut-être même aller plus loin. Poutine et la Russie sont en grande difficulté économique et il est temps pour l'Ukraine d'agir. Quoi qu'il en soit, je souhaite bonne chance aux deux pays. Nous continuerons de fournir des armes à l'OTAN pour que l'OTAN en fasse ce qu'elle veut. Bonne chance à tous. Alors, vous voyez cette déclaration pour le moins surprenante de Donald Trump. Il y a un certain nombre d'éléments très intéressants à relever ici. D'abord, on comprend que c'est un pivot spectaculaire, un pivot pour le moins surprenant. Et Trump, la manière qu'on le phrase ici, semble nous indiquer qu'il aurait de la nouvelle information, quelque chose qui l'aurait amené à changer son évaluation de la guerre en nous disant, après avoir pleinement compris la situation militaro-économique et après avoir constaté les difficultés qu'elle cause à la Russie. Moi, pour ma part, un certain nombre de passages que je trouve très intéressants qui valent la peine d'être analysés, d'être décryptés. D'abord, quand on nous parle de reconquérir l'Ukraine dans son état originel, il n'est pas tout à fait clair à quoi on fait référence exactement. Est-ce qu'on fait référence, l'Ukraine dans l'état de sa fondation, lorsqu'on a créé l'Ukraine en 1990-91, après la chute du rideau de fer, est-ce qu'on fait référence à ses frontières de 91, donc qui inclurait la Crimée? Ça, c'est important de le comprendre. Si on parle des frontières originelles de l'Ukraine, on parle de récupérer non seulement les zones qui ont été acquises durant la guerre actuelle entre l'Ukraine et la Russie, donc l'entièreté du Donbass, Donetsk, Luhansk, mais également la Crimée qui a été annexée, on se souvient, à travers l'effort de 2013-2014, alors que les troupes russes ont envahi la Crimée dans un premier effort, une première poussée militaire. À quoi on fait référence lorsqu'on parle de ces fameuses frontières? Soyons clairs, ça n'a que très peu d'importance au moment où on en parle. On est mieux de s'en tenir un peu plus, disons, à la substance de la déclaration plutôt qu'à ses détails. Mais c'est déjà un premier élément intéressant quand on nous parle des frontières originales de l'Ukraine. Un autre élément, c'est qu'on nous parle également les frontières d'origine de cette guerre sont tout à fait envisageables. Alors là-dessus, deux déclarations qui sont un peu contradictoires parce que les frontières originelles de l'Ukraine, on ferait référence à celles de 91 qui inclut la Crimée. Si on nous parle des frontières d'origine de cette guerre, alors là, on parle naturellement seulement du Donbass et de ce qui a été conquis par la Russie. Ensuite, on nous dit que la Russie mène sans but depuis 3 ans et demi une guerre qu'une véritable puissance militaire aurait dû remporter en moins d'une semaine. Ça ne distingue pas la Russie. En fait, cela fait passer pour un tigre de papier.
La déclaration ici qui touche l'enjeu du tigre de papier, je trouve très intéressante parce que ça sert à un certain nombre de fonctions, des fonctions narratives assez subtiles. D'abord, on est en train de dire que la Russie n'est pas une vraie menace militaire, que la Russie est un tigre de papier et donc que ce n'est pas une menace à la sécurité de l'Ukraine d'abord, mais additionnellement à une menace à la sécurité de l'Europe. On nous dit, vous savez, cette Russie, elle est incapable de prendre un petit bout d'un pays qu'elle convoite depuis maintenant plus de 3 ans, nous ayant dit, et un pays sur lequel, soyons clairs, on est tous conscients, bien sûr, que la Russie jouit d'un avantage militaire quantitatif et qualitatif substantiel sur l'Ukraine, au sens où la Russie, de par toutes les analyses, était destinée à gagner cette guerre relativement rapidement. Et pourtant, ce à quoi on a assisté, tel que le relève Donald Trump, c'est à une forme de déconfiture de l'armée russe qui, oui, a subi des pertes considérables, qui a été en mesure d'avancer, bien sûr, à travers tout ça, mais à un rythme, somme toute, très décevant, tant pour le leadership au Kremlin que pour les généraux et les responsables de l'état-major militaire de la Russie. Alors là-dessus, impossible d'évacuer cette dimension. Il est absolument vrai que la Russie a déçu de par son potentiel militaire, de sa capacité à avancer ses objectifs stratégiques. On a compris qu'il y avait un élément qui était peut-être vrai là-dessus par rapport à cette notion de tigre de papier. Il est peut-être vrai qu'on avait exagéré la puissance militaire de la Russie pour un certain nombre de raisons. Des raisons tant politiques que stratégiques. On s'entend, pour les Américains, c'est très payant de vous dire que vous avez le grand méchant loup qui dort à votre porte et qui attend seulement une petite ouverture pour entrer et vous dévorer vivant. Ça donnait une posture très avantageuse aux Américains. Ça leur permettait d'agir comme quart arrière, si on veut, de la sécurité européenne et de s'insérer comme étant le parrain de tout le monde au niveau de la sécurité et de la défense continentale. Aujourd'hui, on nous dit totalement le contraire. On nous dit que la Russie n'est pas une menace, en fait, que c'est un tigre de papier et donc, par extension, ce que ça vient faire, c'est extrêmement important, ça vient minimiser les besoins de sécurité de l'Europe et de l'Ukraine après la guerre. Si on parle d'un impact de cette déclaration, quand on nous dit, bien, vous savez, dans le fond, la Russie, on a longtemps cru que c'était une vraie menace et qu'elle était dangereuse et qu'elle avait le potentiel de tous vous manger vivant si jamais elle mettait un effort. Et c'est pourquoi, bon, ça justifie tout un investissement de sécurité, toute une infrastructure et une constellation d'installations militaires au bord de la frontière avec la Russie. On a l'OTAN, on a un ensemble de structures comme ça qui sont destinées à des fonctions sécuritaires justifiées par la Russie. Si aujourd'hui on constate que la Russie n'est pas vraiment une menace, alors c'est tout ça qui est remis en doute. Est-ce que ça appelle vraiment une réponse défensive aussi démesurée au sens de la déclaration de Trump vis-à-vis de la Russie? Ce n'est pas vraiment une menace et on a toute cette infrastructure défensive pour ce qui est en fond une espèce de tigre de papier qu'on a peut-être largement surestimé. Alors, vous comprenez comment juste cette déclaration, plus que d'attaquer la Russie, plus que de minimiser, si on veut, son potentiel offensif, ça vient un peu saboter les justifications pour toute la défense européenne, qu'on utilise bien sûr le prétexte de la menace russe. On me dit aujourd'hui, ce n'en est pas une. Donc, premier élément, il faut absolument relever la contradiction vis-à-vis des années de géopolitique américaine. Et quand je vous le dis, encore une fois, c'est des années de géopolitique américaine, c'est qu'on a un avantage énorme à s'assurer d'avoir une autorité sécuritaire sur l'Europe. Soyons très clairs, l'Europe est de l'autre côté d'un océan. Les États-Unis n'ont rien à voir dans l'environnement sécuritaire de l'Europe. La seule raison pour laquelle on est en mesure de s'y insérer, c'est un artefact de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les États-Unis, pendant les dernières années de la guerre, particulièrement, ont été très, très impliqués dans le financement de l'effort de guerre des Alliés. Additionnellement, après la guerre, bien sûr, avec le plan Marshall et la reconstruction de l'Europe, et les États-Unis, ensuite, avec la guerre froide, ont été en mesure de maintenir ce rôle de capitaine de la sécurité européenne. Ça n'a jamais été justifié par des prérogatives géopolitiques ou géographiques, mais uniquement par des raisons politique, historique et le fait que les États-Unis ont travaillé très fort à créer cette espèce de menace qui existait à la porte de l'Europe et qu'on présentait comme une menace existentielle qui était l'URSS. Ça justifiait donc cette présence américaine en Europe et ça, c'est absolument au cœur
des enjeux de la grande géopolitique américaine. On nous parle souvent du dollar, on nous parle du contrôle sur les passages maritimes, on nous parle du contrôle sur les flux pétroliers, mais il est impossible d'évacuer également de l'influence sur l'Europe. C'est un des axes fondamentaux de la géopolitique américaine, de son rôle à travers le monde. Et comment on a réussi à défendre justement cette place, c'est en raison du prétexte de la Russie. Donc, les États-Unis aujourd'hui, ou plutôt Trump, parce que c'est une déclaration qui jusqu'à maintenant n'engage que Donald Trump, Marco Rubio, son secrétaire d'État, continue à marteler que la guerre ne se terminera pas de manière militaire, de par des façons militaires, mais plutôt par la diplomatie. Alors, il est très clair là-dessus que Trump semble être relativement isolé encore, même parmi l'état-major américain vis-à-vis de la guerre en Ukraine, à nous dire « c'est possible, on peut gagner ». C'est que les implications géopolitiques sont très profondes. C'est aussi un bris fondamental avec des décennies de géopolitique américaine dans lesquelles on essaie autant que possible de diviser, si on veut, le continent eurasiatique en mettant la Russie d'un côté et l'Europe de l'autre. Et en passant, ça a toujours été... Ça fait partie des prérogatives américaines depuis, comme je disais tout à l'heure, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on a une vidéo qu'on prépare, qu'on va éventuellement vous livrer sur les intérêts supérieurs de la nation américaine. Vous savez, on en a parlé à plusieurs occasions. Sur Chaque jour sur Terre, nous avons plusieurs vidéos. Nous évaluons les intérêts supérieurs de différents pays. Ce que les pays sont absolument non négociables, sur lesquels on n'est pas prêt à faire des concessions. Il y a un élément pour la géopolitique américaine qui vaut la peine d'être relevé dans le cadre de l'exercice qu'on fait aujourd'hui, et c'est la question de la relation entre l'Allemagne et la Russie. Un des intérêts stratégiques supérieurs de la nation américaine, c'est de s'assurer que jamais, au grand jamais, la Russie et l'Allemagne ne deviennent des alliés, des partenaires, des amis. Pourquoi? Encore une fois, c'est une leçon très simple tirée de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi plus largement de l'histoire de l'Europe. Si vous regardez un peu les différents cycles de l'histoire européenne, vous constatez que cette relation entre l'Allemagne et la Russie a souvent été absolument déterminante, au sens où, lorsqu'ils sont amis, partenaires, il n'y a absolument rien pour les arrêter. L'Allemagne et la Russie sont les deux puissances naturelles de l'espace eurasiatique. Ça a toujours été comme ça. La Russie a accès aux ressources, un cœur de population gigantesque, le plus grand de l'Europe, en fait, avec quelques 130 millions de personnes, une démographie de moins en moins avantageuse à mesure où la reproduction descend, mais il demeure qu'on a quand même un bassin incroyable. Et c'est ce qui lui permet actuellement de poursuivre sa campagne contre l'Ukraine en ayant des pertes qui sont, somme toute, relativement négligeables au sens de l'immensité de la Russie. Donc, depuis très longtemps, on a affaire à deux géants. La Russie et l'Allemagne. La Russie, la population, les ressources. L'Allemagne, l'industrie. C'est surtout une énorme usine à ciel ouvert qui s'approvisionne en Russie. Et ce qu'on a observé, prenons par exemple la leçon de la Deuxième Guerre mondiale. Mettez-vous à la place des Américains. Les Américains sont assis de l'autre côté de l'océan et ce qu'ils observent, c'est la Russie et l'Allemagne qui font un pacte dès le début de la Deuxième Guerre mondiale en se disant « on va se partager l'Europe ». Pars dans ta direction, je vais partir dans la mienne, on va se rejoindre au centre et ensuite on sera ensemble les maîtres de l'Europe. S'avère-t-il qu'ils réussissent? S'avère-t-il que dans les premières années de la guerre, l'Allemagne et la Russie prennent chacun des milliers de kilomètres carrés, progressent et obtiennent des gains considérables, ce qui nous amène éventuellement à une rupture entre les deux, alors que l'Allemagne se retourne contre la Russie, décide d'envahir la Russie via l'opération Barbarossa à partir de 1941 et rapidement, on voit la machine de guerre allemande qui, oui, progresse en Russie au cours des prochains mois, mais ensuite est brisée uniquement, ou plutôt largement, par la contribution militaire de la Russie. Ça est important de le comprendre. Ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Allemagne qui a bouffé tout le monde et qui a été arrêtée largement par la contribution militaire de la Russie avec des pertes absolument incomparables. On parle de dizaines de millions de Russes qui ont été tués, tant des militaires que des civils, dans vraiment une contribution disproportionné, démesuré, qui ne se compare avec aucun autre effort de guerre parmi les alliés, que ce soit les Britanniques, les Français, les Américains, et ce n'est pas pour le réduire. Soyons très clairs, cet effort, on ne peut pas le minimiser. On parle de vies qui ont été données, des centaines de milliers de personnes qui ont été tuées, blessées chez tous les alliés, mais ce sacrifice ne se compare pas avec celui qui a été encouru par l'Union soviétique durant la Deuxième Guerre mondiale dans sa lutte contre l'Allemagne. Et donc, les Américains, de leur côté, observent cette espèce de boucherie dans laquelle personne n'est capable d'arrêter l'Allemagne, sauf la Russie.
Et très rapidement, la conclusion qu'il tire après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que jamais, au grand jamais, la Russie et l'Allemagne ne peuvent devenir des amis. Sans quoi, qui va arrêter qui? La seule chose qui pourrait arrêter la Russie, ce serait une implication active de l'Allemagne et de son énorme potentiel militaire à ce moment. Et inversement, la seule chose qui pouvait arrêter l'Allemagne, c'était la Russie. Alors donc, les Américains vont définir comme objectif stratégique fondamental, après la Deuxième Guerre mondiale, d'empêcher à tout prix l'union de ces deux géants eurasiatiques. Et encore aujourd'hui, donc, vous voyez comment cette rupture de Trump à travers la guerre en Ukraine, ça a des impacts très sérieux vis-à-vis cette géopolitique américaine qui dure depuis des décennies. C'est ce qui a permis de créer cet énorme bonhomme 7 heures, si on veut, et de placer les États-Unis comme étant les capitaines de la sécurité européenne. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, les Américains ont été en mesure de réaliser un certain nombre de gains sur justement ce front. On se souvient, dès le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, une des premières mesures qui a été déployée par les alliés de l'Ukraine, ça a été le sabotage de Nord Stream. Un sabotage qui avait été en passant télégraphié par Joe Biden, qui se tenait côte à côte avec le chancelier allemand Olaf Scholz à l'époque et qui nous disait, vous savez, s'il y a une invasion par la Russie sur l'Ukraine, je vous le garantis, il n'y aura pas de Nord Stream. Appelé à clarifier sa déclaration, Biden était un peu mystérieux. Il nous disait vous allez voir, il n'y aura pas de Nord Stream, c'est tout ce que je peux vous dire. S'avère-t-il, éventuellement, on a détruit Nord Stream. Donc, les Américains, à travers la guerre en Ukraine, ont été en mesure d'accomplir un gain énorme. On a vraiment agrandi le fossé entre la Russie et l'Allemagne, qui, encore une fois, est un objectif stratégique premier. On a réussi à briser cette connexion économique et, naturellement, connexion politique qui était très forte. Nord Stream. On avait de l'argent qui partait d'un côté vers la Russie et du gaz naturel qui partait vers l'autre. L'Allemagne est essentiellement une énorme usine à ciel ouvert qui exporte à partir de l'énergie et des matières premières extraites de la Russie. On exporte vers les marchés internationaux des pharmaceutiques, des véhicules automobiles, des engins industriels, de la machinerie. C'est ça, l'Allemagne. C'est une énorme usine. À partir du moment où on rompt le lien entre les deux, à travers la guerre en Ukraine, les Américains font un progrès immense. Soudainement, l'Allemagne on vient de briser les roues du modèle. Et encore plus, l'Allemagne fait un X sur sa relation avec la Russie, fait un X sur son ancien, disons-le, un ancien partenaire. Il faut se souvenir que la configuration de l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, devrais-je dire, alors qu'on a une Allemagne divisée. L'Allemagne de l'Est est une région sous l'influence soviétique, sous le contrôle direct de l'URSS. Alors, naturellement, lorsque se finit cette guerre froide, on a des liens très forts entre l'Allemagne et l'URSS et la Russie, devrais-je dire, des liens qui vont perdurer durant plusieurs années, qui se sentent encore aujourd'hui. Et donc, d'essayer de briser cette relation, c'est loin d'être facile. Aujourd'hui, Trump nous dit, vous savez quoi, la Russie, dans le fond, ce n'est pas une menace. Ça l'a peut-être jamais été, parce que c'était un tigre de papier. On remet en doute toutes ces années de cultivation, si on veut, de la géopolitique américaine en Europe et de sa posture. Difficile de savoir maintenant pourquoi les Européens voudraient des États-Unis, si ce n'est pas de la menace de l'Europe. Alors, ça, c'est le premier élément que je voulais soulever à travers tout ça. C'est cette déclaration qui est lourde de sens, comme quoi la Russie n'est pas une menace. Les frontières, on en parlera éventuellement, savoir quelle sera la réponse et qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat. Est-ce qu'on nous parlait des réponses des frontières de 91 ou de 2013? On le verra éventuellement. Et en fait, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prenne un moment pour mentionner notre partenaire de cette semaine. Pour la production de cette vidéo, nous sommes extrêmement heureux de nous associer pour la toute première fois avec une entreprise québécoise et pas n'importe laquelle. Voltium, c'est une entreprise basée ici, au Québec, qui offre toute une foule de solutions énergétiques intelligentes. En fait, le projet est parti d'une idée simple mais audacieuse, remplacer les génératrices bruyantes et polluantes par des batteries silencieuses, sécuritaires et respectueuses de l'environnement. Malgré la pandémie, la pénurie mondiale de composantes, Voltium a continué à avancer et investi des sommes énormes en recherche et en développement, toujours en misant sur l'ingéniosité et le développement local. Affronter les géants mondiaux des batteries dans une industrie en pleine révolution, c'est un pari risqué, un travail colossal certes, mais passionné. Moins de 5 ans plus tard, Voltium est passé de 1 à plus de 40 employés, avec une offre de produits variés allant des batteries 12 volts pour les loisirs aux solutions complètes pour le résidentiel, le commercial, les télécommunications et même le secteur militaire, avec des options atteignant jusqu'à 614 volts. Voltium a pris la décision
décision déterminante de développer et fabriquer localement toutes ces composantes critiques. Ce que ça veut dire, c'est que Voltium a pu breveter ses innovations partout en Amérique du Nord tout en créant des technologies entièrement exclusives comme le Smart Bridge fabriqué à Laval ou Safe Charge permettant une transition simple et sécuritaire vers le lithium. Aujourd'hui, Voltium collabore avec des partenaires majeurs comme Hydro-Québec et accompagne des projets qui font rayonner l'innovation énergétique québécoise bien au-delà de nos frontières. Mais Voltium, c'est aussi beaucoup plus qu'une entreprise technologique, c'est une communauté de clients et de partenaires qui utilisent ces solutions pour protéger leur maison des pannes de courant, réduire leurs factures d'électricité et participer activement à la transition énergétique. Une entreprise de chez nous qui incarne l'avenir de l'industrie. Pour en savoir plus, rendez-vous au voltium.com ou suivez le lien dans les commentaires. Il y a aussi une autre contradiction qu'on doit relever au-delà du bris majeur avec la géopolitique classique des États-Unis, qui on essaie de se positionner en Europe comme étant le corps arrière. On a cette contradiction majeure qu'on doit relever avec le 5 % en défense qu'on demande à tous les alliés de l'OTAN. On nous dit depuis un instant que tout le monde doit relever sa contribution en défense, non pas atteindre 2 % du PIB, ce qui était originalement l'objectif qu'on demandait à tous les pays de l'OTAN et qui n'était respecté que par très peu de membres. Aujourd'hui, on nous dit que cet objectif est non seulement doublé, mais encore plus, qu'on doit atteindre 5 % du PIB, une contribution qui est vraiment déjà démesurée dans l'environnement sécuritaire actuel, déjà démesurée et un peu exagérée quand on prend des pays extrêmement prospères et qu'on leur demande d'atteindre 5 % de leur PIB en défense. C'est 1 $ sur 20 qui est produit par l'entièreté de ces économies qu'on demande d'assigner à des dépenses de défense. Vous comprenez que c'est beaucoup d'argent, c'est énormément d'argent et c'est peut-être trop en temps de paix. Maintenant, on justifiait cet investissement en disant quoi? Bien, vous devez avoir une capacité de défense en adéquation avec l'envergure de la menace. La menace, c'était la Russie. On nous disait que la Russie était tellement grosse, tellement menaçante qu'elle allait bouffer tout le monde et que les États-Unis se retrouvaient donc en conséquence avec un fardeau défensif exagéré, qu'on s'attendait des États-Unis de défendre l'Europe et qu'ainsi l'Europe devait prendre ses propres responsabilités face à la Russie. Là, aujourd'hui, vous nous dites que la Russie n'est pas une menace, mais en même temps, vous devez augmenter votre budget de défense à 5 %. Alors là-dessus, vraiment, la déclaration de Trump, elle existe un peu dans un vase vide pour l'instant. On ne l'a pas encore attaché avec le reste des déclarations de politique publique, avec le reste des déclarations stratégiques qui ont été faites par l'administration vis-à-vis les alliés. Tout ça est totalement incompatible pour le moment. Et la seule manière pour laquelle c'est avantageux pour Trump, la seule manière dans laquelle tout ça peut prêter une forme d'avantage dans la négociation, c'est vraiment au niveau de cette description très candide que je vous ai fait à quelques occasions de la tactique de négociation de Donald Trump. Donald Trump a tendance à présenter l'intolérable et l'indésirable. Et c'est curieux, il l'a fait avec tout le monde sauf avec la Russie. Depuis le départ, Trump avait parlé, par exemple, avec le Danemark, avec le Groenland. On lui disait, soit tu vas nous faire des concessions de sécurité économique, etc., des concessions diverses par rapport à la souveraineté du Groenland, ou soit on va le conquérir. C'est l'indésirable. Naturellement, tu ne veux pas me faire ces concessions. Mais puisque je les mets en superposition avec l'intolérable, alors soudainement, c'est facile de choisir. Tu préfères me faire ces concessions qui sont somme toute raisonnables comparativement à une invasion et à une guerre avec les États-Unis, une prise de contrôle hostile. Même chose avec le Canada. On lui disait, je m'attends de toi que tu me fasses un certain nombre de concessions de nature économique, sécuritaire, frontalière, etc., politique. Le Canada, naturellement, dit non. Pourquoi je ferais ça? On lui a présenté l'intolérable en alternative. On lui a dit, c'est soit les concessions économiques, soit il n'y a pas d'entente du tout. On a des tarifs. Et additionnellement, soit je t'envahis, puis je te conquéris, puis je fais de toi le 51e État. Et tu n'existes plus comme pays. Alors, soudainement, vous voyez ce que je veux dire par l'intolérable et l'indésirable. En présentant l'intolérable, on est en mesure de tirer nos interlocuteurs dans la négociation vers des concessions qu'ils n'auraient jamais été prêts à faire. Et ensuite, ils se retournent et ils ont l'impression d'avoir gagné parce qu'ils ont évité l'intolérable. Trump appliquait ce playbook avec tout le monde à travers l'échiquier international, sauf la Russie. On s'est allé avec la Russie, on lui disait, on veut avoir des concessions sur le processus de paix, on demande à ce que tu t'assoies à la table de négociation, on demande à ce que tu nous fasses des concessions sur la sécurité de l'Ukraine, etc., sur l'État après la guerre. Et en échange, quoi? Quelle est la contrepartie si jamais tu refuses?
On avait des bruits de cricket. Absolument rien. Trump n'avait pas de menace. En fait, il a commencé d'une manière plus efficace que ce qui a suivi ensuite. Il a commencé en nous disant « Vous allez voir, j'en ai une menace, mais je ne la dirai pas publiquement. Vous allez voir, ils vont regretter si jamais ils n'acceptent pas. » Et c'était dans 2 semaines, et dans 2 autres semaines, et dans 10 jours, et dans quelques semaines, on va voir. Et ensuite, vous aviez Marco Rubio, vous aviez Witkoff, vous aviez des envoyés spéciaux des États-Unis qui faisaient des déclarations au sens où, vous savez, si personne veut négocier, nous, on va passer à autre chose. Alors, on voyait que les États-Unis n'avaient pas vraiment tant d'intérêt à négocier et Poutine voyait que dans le pire des cas, il va continuer sa guerre et c'est tout. Finalement, on a fini par nous dire quelle était cette menace. Trump nous a parlé de tarifs, de sanctions qui étaient essentiellement des tarifs additionnels contre la Russie, son industrie pétrolière, etc. Ce n'était pas très sérieux. Et c'est là que le processus de négociation s'est entièrement effondré, parce que soudainement, la Russie, qui essayait de lire entre les lignes des déclarations de Trump, qui nous disait « Attention, attention, on va vous casser les dents si jamais vous continuez, si jamais tu ne t'assois pas à la table, tu vas avoir une conséquence. » La Russie était un peu anxieuse devant ce genre de déclaration, en se demandant « Qu'est-ce qu'il veut dire? Il va donner des armes nucléaires à l'Ukraine? » Je veux dire, l'éventail est extrêmement large. Et finalement, on a compris « Ah non, il parle de sanctions. » C'était l'équivalent d'agiter un fusil qui s'avère en fait un fusil à l'eau. Tout le monde a compris qu'il n'y avait rien comme menace pour affronter la Russie. Soyons très clairs, quand on nous parle de sanctions, on est à peu près déjà à la page 458 du livre de sanctions et la dernière, c'est la page 459. On a déjà épuisé l'entièreté de l'éventaire de sanctions sous l'administration Biden, sous les dernières années de conflit. Et aujourd'hui, il ne nous reste plus beaucoup de moyens qui n'ont pas déjà été activés contre la Russie. Donc, la Russie a compris à ce moment, lorsque Trump a fini par verbaliser sa fameuse menace, son intolérable, que l'intolérable était tout à fait tolérable. Puis tu me dis, c'est ça l'intolérable? Et tu me demandes de faire des concessions sur l'Ukraine alors que ça va bien pour moi, qu'on a le momentum offensif, qu'on continue à progresser, que l'Ukraine est en difficulté, que les Américains ne veulent plus financer l'Ukraine, que les Européens ont de la difficulté à le financer aussi, que le support, la cohésion est en train de s'effondrer. Et tu me dis, je devrais arrêter, sans quoi je vais avoir des sanctions. N'importe qui de rationnel continue la guerre et comprend le bluff américain. Et c'est donc ce qui s'est produit. Trump, aujourd'hui, à travers cette déclaration, vient un peu corriger ce déficit de punition, vient un peu corriger ce fusil à l'eau qui était exposé au grand jour et que tout le monde a compris que le fameux bazooka auquel Trump faisait allusion était en fait complètement vide, qu'il n'y avait pas de munitions, qu'on n'avait pas la capacité de le déployer. Et donc finalement, Trump, ce qu'il nous dit aujourd'hui, comme quoi peut-être que l'Ukraine peut gagner dans le fond, peut-être qu'elle peut reprendre l'entièreté de son territoire, peut-être que on peut continuer à appuyer son effort de guerre ad nauseam tant et aussi longtemps que ce sera nécessaire, et il arrivera ce qui arrivera avec la Russie. Là, on a un intolérable qui devient beaucoup plus crédible, au sens de la négociation. Et donc, je vous dis, ce que Trump fait, d'une manière, oui, il est en train de jeter tout le monde en dessous de l'autobus, on y reviendra un peu dans un instant, mais surtout, il est en train de rétablir une contrepartie à la négociation qui n'aboutit pas. À nous dire, soit tu négocies, tu vas quelque part, et si ça va nulle part, là, il faut qu'il y ait une contrepartie, il faut qu'il y ait une conséquence. La conséquence qu'on nous met aujourd'hui au tableau, c'est on va tout simplement financer l'Ukraine et on va abandonner le processus de négociation, puis arrivera avec ce qui arrivera avec peu importe les deux. Additionnellement, on apprend à travers tout ça que ce n'est pas juste un alignement de la posture américaine sur, disons, le narratif, sur la rhétorique. En fait, on apprend qu'il y a eu une conversation très curieuse entre Vladimir Zelensky, le président ukrainien, et Donald Trump, une conversation qui aurait eu lieu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Zelensky qui aurait approché Donald Trump pour lui demander qu'on fournisse à l'Ukraine un système d'armement très précis, spécifique, qui aurait, nous dit-on, la capacité de complètement transformer la guerre. On a su éventuellement, parce qu'on se posait des questions, de quoi il fait allusion exactement, quel système d'armement, difficile de comprendre. Il était question en fait de systèmes de missiles Tomahawk. Les fameux missiles Tomahawk sont des missiles de croisière à très longue portée avec de grosses charges explosives de l'ordre de plusieurs centaines de kilos. On parle d'au-dessus de 400 kilos, près de 1000 livres en fait de charges explosives qui seraient fournies à l'Ukraine. Les États-Unis y réfléchissent, nous dit-on. En fait, tout indique
que ça va être fait au cours des prochains jours, sinon ce n'est peut-être déjà fait au moment où on se parle, alors que les États-Unis nous disent « Ben, vous savez, oui, effectivement, ça pourrait avoir un impact et on y réfléchit très fort et l'Ukraine l'a demandé et on est en train d'étudier la demande. » La demande, ce qu'elle aurait comme impact, ce serait non seulement de fournir des missiles additionnels en termes de munitions à l'Ukraine, mais ce serait surtout de lui fournir une nouvelle capacité opérationnelle. L'Ukraine, au moment où on se parle, n'a que très peu de capacité à longue portée. On est en mesure de lancer de petits drones avec de petites charges explosives à peu près la grosseur de ma tasse et de les envoyer comme ça de manière subtile à travers la Russie. Certains vont être capables de voler quelques centaines de kilomètres, mais la plupart, ils ont besoin d'être introduits secrètement dans le territoire russe. Vous avez vu notamment cette fameuse opération spectaculaire dans laquelle les Ukrainiens ont été en mesure d'infiltrer sur le territoire russe, de par leur service secret, un certain nombre de drones qui étaient cachés dans l'entretoit de conteneurs qui avaient été envoyés en Russie. C'est un épisode spectaculaire, mais ça vous en dit long sur la capacité relativement limitée de l'Ukraine à frapper à longue portée. On n'a pas de missiles qui sont capables de dépasser quelques centaines de kilomètres et c'est loin d'être un hasard. Ça a été exigé et paramétré tel quel par les États-Unis depuis le début du conflit. Important de le mentionner. Les Américains calibrent leur appui à l'Ukraine en fonction de le potentiel d'escalade. Est-ce qu'on est en train de partir en guerre avec la Russie? On veut à tout prix éviter que tout ça dégénère. Et donc, on a commencé par dire, on va te fournir des casques et des repas pour tes soldats. C'était la position américaine durant des mois, des années. Ensuite, on a développé vers on va offrir des armes offensives. Ça a été sous le premier mandat de Donald Trump, d'ailleurs, où on a commencé à fournir des Stinger à l'Ukraine. Ensuite, on a fourni toujours des missiles et de l'équipement avec plus de portée, mais toujours dans un thème défensif, à se dire on veut que l'Ukraine se défende, pas qu'elle attaque la Russie. C'était très important. S'il faut que la Russie ait l'impression qu'elle est attaquée avec nos armes, alors là, on a un problème. Et la dimension qu'on doit considérer là-dedans, c'est que ce sont les Américains qui non seulement fournissent les armes, mais fournissent l'entièreté de la chaîne de commandement et de la chaîne le kill chain à travers l'opération de frappe de précision. On parle donc des données de guidage, des données de ciblage, de toute l'information par rapport à ce qu'il y a des mouvements de troupes de la Russie dans telle ou telle région. Est-ce que ça se dirige vers vous? Est-ce que vous devez vous préparer? Tout ça, ce sont des informations américaines qui sont fournies par la CIA, par le renseignement américain, aux services de renseignement ukrainiens qui, eux, ensuite disséminent l'information dans les rangs des forces armées. Donc, il est important de comprendre que quand on lance un missile sur la Russie, peu importe la cible, que ce soit à 20 km ou à 1000 km à l'intérieur, ce sont des missiles qui sont directement sponsorisés par les États-Unis, dans l'équipement et dans la frappe elle-même. Alors, les Russes commencent à être agacés. Et c'est pourquoi les Américains ont essayé de calibrer autant que possible leur appui militaire, leur appui matériel, en disant à l'Ukraine toujours comme condition, attention, on va te donner X, Y, Z système d'armement, mais la condition, c'est que tu l'utilises seulement pour frapper des Russes qui sont activement en train de t'attaquer. Autrement dit, si tu trouves un site de munitions quelques centaines de kilomètres derrière la ligne, il est accessible, tu es capable de le frapper, tu n'as pas le droit. Le site de munitions, même si on utilise ces munitions dans la guerre contre l'Ukraine, il n'est pas en train de t'attaquer. Alors, tu n'as pas le droit d'attaquer ce site et ce nœud logistique ou peu importe. Donc, vous voyez comment l'Ukraine travaillait un peu avec une main derrière le dos et c'est de quoi elle se plaignait beaucoup envers ses alliés, non seulement de l'équipement qui lui était fourni, mais des conditions aussi qui étaient placées là-dessus. On lui a fourni des F-16, toujours avec des conditions. On n'avait pas le droit de frapper profondément en Russie. C'était vraiment uniquement une mesure défensive. Aujourd'hui, Trump, via ces fameux missiles Tomahawk, est en train d'ouvrir un nouveau pan à l'aide américaine. Et c'est une escalade considérable. À nous dire, cette fois, on permet non seulement à l'Ukraine de mener des frappes offensives, mais on permet à l'Ukraine de mener des frappes offensives n'importe où sur le territoire de la Russie, et on lui donne les moyens de le faire avec des armes Tomahawk. Les missiles Tomahawk, il est important de le préciser, ont une portée d'environ 2400 km. Et c'est la portée, bien sûr, qui est publique. On s'attend à ce qu'il y ait encore quelques restes au bout de tout ça, des modifications qui sont possibles d'apporter aux missiles également. On a vu les fameux F-35 israéliens mener des missions qui étaient crues jusqu'ici comme étant impossibles parce qu'on avait apporté des modifications aux avions. Alors, un range public d'environ 2400 km qui permet à l'Ukraine, vous le voyez à la carte actuellement, qui permet à l'Ukraine de frapper depuis son territoire
directement sur les installations pétrolières, par exemple, dans la région de Yamal. Et pourquoi je vous amène dans cette direction? C'est que c'est vraiment le nerf de la guerre au moment où on se parle. L'Ukraine a bien sûr la capacité de frapper des sites militaires à gauche, à droite, des sites de munitions, etc. Or, la réalité, c'est que la Russie peut toujours déplacer ses sites de production. Qu'on a, si on veut, la profondeur stratégique suffisante pour dire, si on se fait bombarder dans un rayon de 1000-1500 km, on va tout simplement reculer constamment notre production. Ça va compliquer certainement, on s'entend, l'effort logistique et d'approvisionnement de la Russie. Ça va être compliqué, ça va être du chiard, mais il sera possible de continuer. Pour ce qui est du pétrole, c'est une autre question. Jusqu'ici, et pour ça, il est important vraiment d'étudier une carte. Vous voyez à l'écran, de manière très claire, qu'il existe un centre de production particulier pour les hydrocarbures en provenance de Russie. C'est dans la région du Yamal. Ici, vous voyez une multiplication de ce qu'on appelle des gisements majeurs. Et ce que je vous invite à observer, c'est l'itinéraire des pipelines et des gazoducs en provenance de cette région vers l'Europe et les marchés internationaux. Au moment où on se parle, tous les pipelines qui passent à travers l'Ukraine sont fermés. Depuis une courte période, d'ailleurs. Ils ont resté ouverts pendant très longtemps durant la guerre. On a fini par les fermer, les éteindre et arrêter le trafic. Ensuite, même chose pour la plupart des pipelines gazoducs qui circulent à travers l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Cela étant dit, on a encore une capacité d'exportation qui passe depuis le Yamal et qui s'en va vers la mer Baltique. Là où on avait auparavant les installations Nord Stream 1 et 2. Aujourd'hui, Nord Stream a été saboté, mais on a encore la capacité d'exporter par navire vers les marchés internationaux. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que la Russie vient juste de publier son budget pour l'an prochain, pour 2025-2026. Et on parle j'y vais vraiment de mémoire, là, on parle d'un budget d'environ 40 milliards ou 40 trillions, je crois, de roubles. Et d'une dépense de 44 trillions de roubles. Donc d'abord, un budget déficitaire de l'ordre d'environ 10 % pour la Russie, mais surtout, on nous parle d'une dépense militaire d'environ 17 milliards de roubles. Donc si vous faites le calcul, c'est environ 40 % du budget de la Russie qui va actuellement sur les dépenses militaires pour l'Ukraine, toutes les questions de sécurité. C'est non seulement démesuré, ce n'est pas soutenable à long terme. Aucun État ne peut soutenir un budget militaire qui accapare 40 % de sa capacité économique. Ça a un certain avantage. On voit la Russie qui, conséquemment, un peu comme durant la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, on a des usines qui apparaissent partout, on a une capacité industrielle qui apparaît. Mais comment on a sauvé tout ça pour les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale pour éviter un chômage de masse et une catastrophe? Il a fallu littéralement qu'on s'aligne avec l'Europe et qu'on fasse le plan Marshall pour s'ouvrir un nouveau marché. Et c'est pourquoi il était pressant pour les États-Unis, à la limite, de donner de l'équipement aux Européens pour se faire payer plus tard, ne serait-ce que pour garder les usines ouvertes. Donc la Russie, au moment où on se parle, ça va relativement bien. Mais il demeure qu'on dépense environ 40 % du budget sur la défense et que 20 % du budget national, c'est le pétrole, les ventes de pétrole et de gaz naturel, 20 % des revenus. Il y a seulement 2 ou 3 ans, avant le début de la guerre, c'était 50 %. C'est pas que la Russie s'est trouvée aujourd'hui de nouvelles sources de revenus. C'est juste que les revenus liés aux hydrocarbures ont été considérablement réduits depuis le début de la guerre. Et c'est donc pourquoi je vous parle aujourd'hui de ces Tomahawks. J'ai l'impression que ce qu'on vise ici, c'est la production pétrolière de la Russie. On veut permettre à l'Ukraine de frapper la dernière route d'exportation toujours possible pour la Russie. La dernière possibilité d'accéder aux marchés internationaux en toute sécurité, qui sont les pipelines, les gazoducs en provenance de Yamal, vers la mer Baltique. Si on est en mesure de briser ce lien d'exportation, je vous ramène à la carte, vous constatez qu'il n'existe qu'un seul marché pour la Russie en alternative, et c'est le marché chinois, via ce qu'on appelle Power of Siberia 1 et 2. Ces deux gazoducs qui, en passant, Power of Siberia 2 n'est même pas encore construit, amène du gaz naturel vers la Chine. Et la Chine, soyons très clairs, est consciente de son avantage énorme. En fait, la raison pour laquelle Power of Siberia 2 n'a toujours pas été construit, c'est parce que la Chine demande un rabais elle veut payer encore moins cher, non seulement que ce que les Européens payaient, elle veut payer moins cher que ce que les Russes paient pour leur propre énergie. Alors, on veut payer moins cher que le tarif intérieur de la Russie
pour du gaz exporté jusqu'à la Chine. Tout ça avec la Russie qui doit assumer les coûts de construction, les coûts d'opération, etc. Alors, la Chine abuse carrément de son partenaire russe et pour cette raison, la Russie mord ses dents et essaie de trouver d'autres marchés. Notamment, depuis le début de la guerre, on envoie énormément de pétrole en Inde. L'Inde qui a absorbé beaucoup de ce pétrole excédentaire qui était autrefois destiné à l'Europe. La Russie s'est retournée via ses réseaux de la mer Baltique. On s'est mis à utiliser ce qu'on appelle la flotte de l'ombre, de Shadow Fleet, donc des vieux navires qui sont considérés un peu comme des rafiaux. On dit des dangers de sécurité, etc. Il y a beaucoup de propagande là-dessus quand même. Mais donc, une flotte qui est non officielle, officieuse si on veut, et qui permet à la Russie de continuer ses exportations en dehors des sanctions. Beaucoup de ces navires s'en vont en Inde. Et maintenant, on arrive à la culmination de tout ça. Parce qu'on observe que Trump est en train de s'attaquer, curieusement, aux 3 axes qui permettent encore à l'industrie pétrolière de la Russie de continuer. D'abord, on va attaquer avec des missiles Tomahawk, que ce soit des raffineries, que ce soit des sites d'exportation, des ports. Ensuite, Zelensky a fait une déclaration très curieuse au cours des derniers jours. On a un article qui nous mentionne que Zelensky, en fait, dénonce que la Russie utilise sa fameuse flotte de l'ombre non seulement pour exporter du pétrole, mais aussi pour lancer des drones contre l'Ukraine. On dit que ces fameux drones, en passant, c'est tiré par les cheveux, je vous avoue, je dois le préfacer d'emblée, cette histoire me semble un peu tirée par les cheveux, mais l'Ukraine nous dit que ces fameux drones qui ont été retrouvés en Estonie ou encore, en Estonie c'était des avions de chasse, pardon, mais en Pologne, on a retrouvé quelques drones d'une attaque originalement vers l'Ukraine qui aurait continué vers la Pologne. On nous dit que ces drones auraient été lancés, en fait, non pas depuis la Russie, non pas depuis la Biélorussie, mais depuis des navires dans la mer Baltique que la Russie utiliserait subtilement pour lancer des drones. Ce qu'on est en train de dire, c'est que cette flotte de l'ombre est en fait une cible militaire légitime. C'est essentiellement ce qu'on est en train de dire. On prépare le terrain à des frappes sur cette flotte de l'ombre qui jusqu'ici est un artefact économique, un organe, un instrument purement économique et industriel de la Russie. Mais si on dit qu'elle lance des drones qui ont une portée, qui ont une mission militaire sur l'Ukraine en contexte de guerre, alors là, soudainement, on peut la frapper. Donc, on a déjà les frappes contre avec les missiles Tomahawk. On additionne maintenant cette fameuse flotte de l'ombre qu'on accuse d'être directement impliquée dans le conflit. Et finalement, où est-ce qu'elle s'en va, cette flotte de l'ombre? On en a parlé, elle s'en va en Inde. Trump, au moment où on se parle, est en train de travailler sur ce 3e axe, alors qu'il pénalise l'Inde pour ses achats de pétrole envers la Russie. C'est quelque chose qui a longtemps été toléré par notamment l'administration Biden, les administrations précédentes, également par Obama, jusqu'à une autre mesure. On tolérait que la Russie vendait beaucoup de son pétrole à l'Inde et que l'Inde en achetait. On voyait ça dans un contexte beaucoup plus large. Les Américains sont inquiets par la Chine. Ils savent que l'Inde déteste la Chine, se réveille la nuit pour détester la Chine et vice-versa. Alors donc, ils se sont dit, on est mieux de tolérer cette relation entre l'Inde et la Russie sous l'autel de la collaboration avec l'Inde contre la Chine. On veut la garder comme alliée. On veut s'assurer que l'Inde va être avec nous dans l'éventualité où on a besoin d'affronter la Chine. Alors, on ne les fera pas trop chier sur la question de la Russie. Trump arrive et change complètement la stratégie des États-Unis en disant « Non, c'est à eux de choisir. Ça fait assez longtemps qu'ils nous rient au visage. Maintenant, les Indiens doivent choisir entre la Russie et les États-Unis. C'est fini cette histoire de dualité, d'ambiguïté stratégique qui, en passant, est vraiment fondamentale à la géopolitique indienne. Les Indiens ont toujours fait ça. Ils ont toujours essayé d'être, si on veut, dans les non-alignés. L'Inde a toujours poussé pour avoir des relations productives tant avec les États-Unis qu'avec l'URSS. On voit notamment beaucoup de l'armement indien qui est acheté à la Russie. Alors, on tient à cette relation. Aujourd'hui, Trump nous dit, spécifiquement à cause de la question ukrainienne, qu'on perd patience avec les ventes de pétrole de la Russie. On voit clairement que la Russie se finance largement grâce à ses ventes de pétrole, notamment à l'Inde. Alors, on regarde dans la direction de l'Inde et on lui dit, c'est assez, à partir de maintenant, il va y avoir des tarifs de 50 %. Pas pour des raisons commerciales, pas pour une injustice avec le marché indien versus les États-Unis. Rien à voir avec ça. On a mis le tarif de manière purement punitive pour les inciter à abandonner leur relation avec la Russie. Et on ne s'en cache pas. En fait,
Il y a quelques heures, on a un autre nouvel article qui est sorti, comme quoi les Américains ont expliqué très clairement au cours des derniers jours à l'Inde que pour terminer, que pour finaliser l'accord de libre-échange entre les deux, l'accord commercial plutôt, il fallait absolument que l'Inde mette fin à sa relation pétrolière avec la Russie, que c'était une précondition. L'Inde, naturellement, nous dit non, hors de question, on ne veut pas faire ça, etc. Mais vous comprenez que les États-Unis, actuellement, sont en train de travailler, semble-t-il, quand on prend un peu de recul, on observe qu'on s'attaque à tous les axes de l'industrie pétrolière de la Russie. C'est quelque chose qu'on a essayé d'attaquer depuis longtemps. On n'a pas été en mesure de le faire de manière trop sérieuse. Et on additionne à tout ça, ça me vient à l'esprit en ce moment. Il y a une autre chose aussi qu'on a vue. Trump, qui, lorsqu'invité à mettre des sanctions contre la Russie, des sanctions additionnelles, des tarifs, en fait, nous a répondu « Oui, pas de problème, je suis prêt à mettre des tarifs à la seconde où l'Europe arrête d'acheter du pétrole à la Russie. » Les États-Unis ne mettront plus de tarifs additionnels ou de sanctions additionnelles tant et aussi longtemps que l'Europe continue d'acheter du pétrole à la Russie. Alors, on est en train d'attaquer cette industrie d'un peu partout. J'imagine qu'on a compris du côté de la Maison-Blanche et de l'administration Trump que c'était vraiment le nerf de la guerre, c'était le financement de tout ça. Que si le gouvernement de Poutine n'est plus en mesure de se financer, que ça va être la fin de l'exercice. Et jusqu'ici, un autre élément qui est absolument essentiel, on doit le mentionner, c'est la production elle-même. La Russie ne peut pas juste fermer la production, la mettre à off. Il s'est produit quelque chose de très curieux il y a quelques années durant la pandémie. Durant les premiers mois de la pandémie, la demande mondiale pour le pétrole s'est effondrée. Tout le monde était en confinement, il n'y a plus d'activité industrielle, il n'y a plus rien qui se passait, plus de croisières, plus quoi que ce soit. Naturellement, la demande pour le pétrole s'effondre. Le problème, c'est que le pétrole, il est déjà en chemin. On achète des futures, on achète du pétrole qui est essentiellement en route vers les terminaux et on trade sur ce pétrole. On fait des échanges là-dessus. Alors, vous avez plein de gens qui possédaient des cargaisons de pétrole qui étaient sur l'océan et qui allaient arriver dans quelques jours au terminal avec aucun acheteur. Personne ne voulait prendre ce pétrole. On fait quoi quand il arrive? On se jette à la mer? Naturellement, on ne peut pas. Il y a un prix à l'entreposage et la capacité d'entreposage de tout le monde était plafonnée. Tout le monde a rempli dès le début. Et naturellement, si vous avez des trains, on remplit les trains. Nous, ce qu'on voyait de notre côté en Alberta, au Canada, dans notre industrie pétrolière, c'était littéralement ça. On remplissait des trains vides qui étaient normalement destinés à l'exportation. On les stationnait et on les utilisait comme cylindres pour l'entreposage. Mais à un moment donné, il n'y en a plus d'entreposage. Alors, le prix du pétrole s'est effondré en dessous de zéro parce que les producteurs payaient les acheteurs pour prendre leurs produits, ou encore ceux qui détenaient le pétrole payaient les autres pour entreposer ça quelque part. Ils disent « Donne-moi pas ça, je fais quoi, moi, avec 40 000 gallons de pétrole demain matin? Ça n'a aucun sens. » Alors, ce qu'on a vu, c'était que l'industrie pétrolière était prête à payer les autres pour prendre le produit plutôt que de mettre la switch à off. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences industrielles catastrophiques lorsque ça se produit. D'abord, on a des tuyaux, on a la tuyauterie qui est sous pression, qui a besoin de le rester. À partir du moment où on ferme tout ça, ça cause des dommages structurels, ça prend de l'entretien additionnel. C'est un peu comme un avion qui ne vole plus. Pour ce qui est de la Russie, c'est encore pire. Parce que, encore une fois, on revient à la carte, vous voyez que presque l'entièreté du potentiel d'hydrocarbures de la Russie est située en zone arctique. Ce que ça veut dire, c'est qu'à la seconde où on ferme la switch, encore une fois, on fait non seulement arrêter la production, causer des dommages, mais les tuyaux se mettent à geler. Les forages se mettent à se remplir de glace et on doit donc recommencer à zéro pour l'entièreté de l'industrie. On doit reconstruire de la nouvelle installation, on doit forer de nouveaux puits, on doit relancer des nouvelles installations pour être capable d'acheminer tout ça, les pompes doivent être retravaillées. Alors, c'est une vraie catastrophe qui est vraiment spécifique à l'extraction d'hydrocarbures en zone arctique. C'est extrêmement difficile et si vous fermez, il y a des conséquences. Un exemple très clair, c'est ce qui s'est produit après l'effondrement de l'URSS. Dans les années 90, lorsque l'URSS s'effondre, que le rideau de fer tombe, la Russie perd accès à beaucoup de son marché d'exportation, beaucoup de ses connaissances techniques s'envolent littéralement du jour au lendemain, des universités qui sont fermées, des techniciens qui quittent vers ailleurs dans le monde, et donc le réseau d'extraction d'hydrocarbures de la Russie tombe dans une espèce de décrépitude pour des années, et ça a pris environ 10 à 15 ans pour être en mesure de le relancer.
à reforer chacun de ces puits les uns après les autres à coût d'investissements gigantesques, ne serait-ce que pour être capable de retrouver la capacité qu'on avait à l'époque de l'URSS. Et ça a été fait sous Poutine. Ça a été fait durant le règne de Vladimir Poutine au cours des 25 dernières années. Alors, vous comprenez pourquoi aujourd'hui les États-Unis voient cette opportunité-là, où la Russie a déjà perdu un de ses marchés d'exportation, qu'elle en a un deuxième vers la Chine, qui clairement n'intéresse ni la Russie ni le Kremlin. Et additionnellement, vous avez ce dernier marché qui est vers les marchés internationaux, notamment l'Inde, qu'on peut briser à travers des relations commerciales avec l'Inde et de l'intimidation du gouvernement indien. Donc, on est manifestement dans une nouvelle phase de la guerre. Le nerf auquel Trump est en train de s'attaquer, c'est celui de la production pétrolière. Et quand je vois cette déclaration comme quoi l'Ukraine peut gagner dans le fond, et on essaie de ramener la Russie à la table de négociation, on verra ce qui arrivera. Bonne chance aux deux. Je l'interprète moins comme un désengagement des États-Unis de la guerre en Ukraine que comme une nouvelle interprétation de ce qui doit être fait pour ramener Poutine à la table de négociation. Est-ce que c'est sérieux? La question se pose. Il y a beaucoup de bluffs là-dedans, soyons clairs. L'Ukraine a-t-elle la capacité de détruire les infrastructures pétrolières de la Russie plus vite que la Russie a la capacité de les réparer? On ne sait pas. Ça dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment de combien de missiles vont être fournis à l'Ukraine. Au moment où on se parle, je vous présente un autre article à l'écran actuellement, mais le Pentagone a mobilisé l'entièreté de ses producteurs d'armement dans une rencontre très récemment, en fait en juin, pour leur demander de doubler ou même de quadrupler leur production de missiles parce qu'on est inquiet de nos stocks dans le cas d'un conflit contre la Chine. Les États-Unis regardent leur inventaire et sont comme « on n'a pas assez de missiles, clairement. Si demain la guerre commence, depuis les leçons qu'on a tirées entre l'Iran, Israël, entre l'Ukraine, la Russie, les projectiles se balancent à coups de centaines par jour. On a besoin d'avoir des inventaires absolument énormes. » Alors, on demande à tout le monde de multiplier la production au même moment où on nous dit qu'on va envoyer tout ça en Ukraine. Il y a une réalité qu'on ne peut évacuer. Les stocks sont limités et donc tout ce qu'on donne à l'Ukraine, c'est du stock qu'on vole aux États-Unis. Personne d'autre n'a de missile Tomahawk. Alors, on vient de comprendre un premier élément. Pratiquement, les États-Unis ont une capacité limitée. Combien on va en fournir? 60, 100, 150? On ne peut pas aller bien loin au-dessus de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec 150 missiles de croisière? Ils peuvent être interceptés. Alors, on doit en envoyer une douzaine, une quinzaine à chaque fois qu'on veut attaquer une cible. Souvenez-vous des Américains, lorsqu'on envoie des missiles Tomahawk dans une frappe contre une installation, on se souvient des frappes contre la Syrie, contre l'Iran, on en envoie à coups de vingtaines pour être certain d'avoir un impact. Ça a beau être des grosses charges explosives, on parle normalement de grosses cibles. Alors, les États-Unis nous disent, on est prêt à envoyer des Tomahawks, on verra ce qui arrivera avec tout ça, mais l'Ukraine est en mesure de regagner son territoire. Ça, c'est un autre élément avec lequel on doit apporter une petite nuance. L'Ukraine est à bout de souffle. Le constat qui a été relevé ici par Donald Trump n'est pas partagé ni par les analystes indépendants internationaux, ni par les Ukrainiens eux-mêmes. Les Ukrainiens sont arrivés depuis longtemps à la conclusion qu'ils n'ont pas la capacité militaire de récupérer l'entièreté de leur territoire, du moins pas sans une intervention massive de la part de l'OTAN, de la part des alliés de l'Ukraine, qui passerait par une intervention directe, par une présence sur place. Un élément qu'on doit relever, c'est qu'il manque de troupes actuellement pour l'Ukraine. En fait, l'âge moyen des soldats sur le front dépasse 45 ans. Laissez tremper un peu cette information-là. L'âge moyen des soldats sur le front en Ukraine est de plus de 45 ans. On parle donc d'une conscription qui est à bout de ressources. On n'a plus d'hommes à envoyer au front. La conscription, au moment où on se parle, commence à 25 ans. Les États-Unis demandent depuis des mois à l'Ukraine de la réduire à 20, sinon à 18 ans. L'Ukraine ne veut rien savoir. Elle veut protéger son potentiel démographique pour les prochaines années. Dans l'éventualité, on aura un nouveau conflit avec la Russie. Ce sont ces jeunes qui vont se battre. Alors, on essaie de les protéger, on a cette espèce d'ambiguïté entre les deux, mais il demeure un fait absolument incontournable. L'Ukraine est à bout de ressources. Elle n'a plus d'armes, elle n'a plus de munitions, elle n'a plus d'hommes. Alors, si on nous dit aujourd'hui qu'elle est en mesure de reprendre du territoire, il faut absolument que le calcul change. Il faut qu'on nous apporte quelque chose dans l'équation qui vienne nous changer un peu la réflexion et ça ne peut pas être quelques dizaines de missiles Tomahawk. Ce n'est absolument pas suffisant. Donc, là-dessus, on se pose la question du financement de l'Ukraine.
c'est aussi quelque chose qu'on doit relever. C'est politiquement extrêmement impopulaire, tant aux États-Unis qu'en Europe. On voit de plus en plus des gens qui sont frustrés par le financement de l'Ukraine par leurs gouvernements nationaux à une époque où le coût de la vie explose, où les demandes des sociétés respectives explosent en matière de services publics. On commence à se poser des questions sur ces milliards qui sont envoyés en Ukraine sans véritable porte de sortie à terme. Alors, vous avez tout ça et vous avez bien sûr cet élément final. On n'a pas de contre-attaque avant des mois qui est possible, ne serait-ce que pour des raisons climatiques, météorologiques. Le climat pour les prochains mois dans la zone de combat dans l'est de l'Ukraine, c'est un climat qui est absolument hostile et qui est tout à fait incompatible avec une contre-attaque d'envergure contre la Russie, où on utiliserait des chars, on utiliserait des hommes en grand nombre et on marcherait sur les lignes occupées par la Russie. On en a pour des mois, ne serait-ce qu'à cause de l'hiver, et ensuite la boue qui suivra au printemps. C'est pourquoi vous avez vu des attaques, de grandes attaques qui ont surtout eu lieu durant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, et sinon vers la fin de l'été. Très rare, on essaie quelque chose durant l'hiver pour la simple et bonne raison que ce n'est pas possible de le faire. Alors, clairement, on vise l'industrie pétrolière ici. La vraie question sera de savoir, est-ce que les frappes en profondeur sur l'infrastructure pétrolière de la Russie vont faire assez mal pour l'inviter à la table de négociation et comprendre que les États-Unis sont prêts d'aller plus loin? Je termine en mentionnant quelque chose de très curieux, d'un paradoxe qui vaut la peine d'être relevé, mais la seule raison pour laquelle Trump est en mesure aujourd'hui d'escalader ce conflit de la sorte et d'offrir des missiles Tomahawk à l'Ukraine et d'offrir une capacité offensive et de dire qu'il n'existe plus aucun sanctuaire en Russie. Autrement dit, tu as le droit de frapper partout où tu veux. La seule raison qui permet que c'est possible, c'est parce que Trump propose la paix de l'autre côté. C'est que Trump, d'une main, dit qu'il est prêt à faire la paix avec la Russie immédiatement et qu'il est même prêt à faire des concessions énormes en matière de sécurité et de stratégie pour l'Ukraine, à dire il n'y aura pas de membership de l'OTAN, il n'y aura peut-être même pas de membership de l'Union européenne, il n'y aura pas de mission de sécurité après la guerre pour garantir la défense, la capacité défensive de l'Ukraine. Alors on retire tranquillement plein de choses que la Russie n'aimait pas dans la négociation et que la Russie posait comme précondition. Trump est prêt à livrer tout ça. C'est la seule chose qui lui permet de l'autre côté d'escalader le conflit et de ne pas avoir l'air de celui qui cherche la guerre, de ne pas avoir l'air de provoquer la Russie, de ne pas avoir l'air d'entraîner la Russie dans un conflit qui pourrait dégénérer. Le simple fait qu'il lui dit « Je te tends la main pour un processus de paix et tu le refuses », alors que les conditions sont hautement favorables et que je suis prêt à te faire des concessions. Alors, tu es responsable de l'escalade en conséquence. Tu es responsable du fait qu'on prolonge la guerre et qu'on l'escalade pour matcher ton niveau d'intensité et s'assurer que l'Ukraine puisse se défendre. Donc là-dessus, la posture de Trump, c'est un drôle de paradoxe, mais elle permet effectivement aux États-Unis d'escalader le conflit sans vraiment s'inquiéter d'être vus comme les instigateurs, sans s'inquiéter d'être vus qui escaladent. Depuis le début de la guerre, en fait, c'était un des points de narratif très, très, très importants de la Russie. On disait que ce soutien de Biden à l'Ukraine, un soutien qu'on disait ouvert, open-ended, qui n'avait pas vraiment d'objectif final. On ne disait pas comment ça se terminait. On ne disait pas quoi. On disait tout simplement, on va les appuyer tant et aussi longtemps que ce sera nécessaire. Alors là, la Russie pouvait utiliser ça dans son narratif, dans sa propagande, pour dire, vous voyez, les États-Unis sont en guerre contre la Russie. Là, si vous me dites, je suis prêt à faire la paix, c'est toi qui fais la guerre tout seul et tu me forces à continuer à la faire. La position est plus tenable. Alors, il sera intéressant de voir au cours des prochaines semaines si la Russie va y croire. On s'entend, Trump a changé souvent sa position depuis le début du conflit. On a vu beaucoup d'échéanciers venir et passer des 10 jours, des 2 semaines comme ça, qui sont venus et qui sont repartis sans qu'il y ait vraiment d'influence ou d'impact. Alors, il sera très intéressant de voir quelle sera la réaction de la Russie. Pour ma part, je crois qu'on entre dans une nouvelle phase du conflit. Une phase dans laquelle les États-Unis vont offrir un appui beaucoup plus direct, dans laquelle l'Ukraine va être une menace beaucoup plus sérieuse à la cohésion nationale pour la Russie. Et je m'attends donc à ce que ça ait un impact globalement positif pour les négociations parce que, comme on le disait tout à l'heure, la Russie n'avait aucune contrepartie, aucune conséquence, aucune punition de refuser de s'asseoir à la table. À part que Trump était fâché, il lui faisait la baboune publiquement et il n'y avait rien qui embêtait Vladimir Poutine.
toutes les sanctions étaient appliquées, il n'y avait rien d'additionnel. Aujourd'hui, on est en train d'ajouter quelque chose d'intéressant. Alors, il sera pour le moins curieux de voir ça au cours des prochaines semaines. Laissez-moi vos commentaires par rapport à ce que vous pensez que ça représente tout ça. Est-ce que c'est un changement de position honnête, sincère de la part de Donald Trump? Est-ce qu'on regarde plutôt une forme de gesticulation? On essaie d'élargir la fenêtre de négociation? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que l'Ukraine a vraiment la capacité de reprendre son propre territoire ou est-ce qu'on est en train de bluffer pour essayer autant que possible de faire bouger l'aiguille auprès de Vladimir Poutine? Je vous invite à me laisser vos commentaires. Je les lis tous en passant. Il est impossible pour moi de les commenter, de les répondre individuellement. C'est toujours un grand plaisir de lire vos commentaires et de connaître votre opinion là-dessus. Ça guide aussi nos interventions pour les fois suivantes. Il y a toujours des trucs très intéressants qui sont relevés par l'audience. En terminant, je vous remercie 1000 fois d'avoir été avec nous pour cette émission de Chaque jour sur Terre. Si vous souhaitez obtenir plus de contenu de 7 jours sur Terre, Chaque jour sur Terre, suffit de devenir membre exclusif. C'est très facile. Vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube 7 jours sur Terre et cliquer souscrire. À partir de seulement 1$ par mois, vous avez accès à une tonne de contenu exclusif dans un format qui ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire ici aujourd'hui. On examine l'actualité internationale, l'entièreté des dossiers à décrypter et on revient là-dessus ensemble dans un format plus décontracté, informel. Et bien sûr, si vous souhaitez ne rien manquer de nos vidéos pour Chaque jour sur Terre, suffit de s'abonner et d'activer la cloche pour les notifications. Merci à tous d'avoir été là. C'était Benjamin Tremblay. Semez l'amour, partagez l'espoir. Bye bye.